Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous voici sur le deuxième audio sur le couple. Dans cet audio, nous allons parler de la restauration de l'amour dans le couple. Donc, dans le premier audio, on avait vu que l'espace du couple est un espace souvent confusionnel, d'immaturité, de non-connaissance des choses. Et c'est un espace où on peut se perdre, et ce qui peut générer beaucoup de souffrance. On avait vu ensemble tous les scénarios qui pouvaient se passer dans le couple, qu'ils soient familiaux, psychologiques, corporels, sexuels, karmiques. Donc tout ça peut créer un espace où petit à petit il va y avoir de la complexité relationnelle, de la souffrance, des mécanismes de défense qui se mettent en place, et peut-être un espace de conflit, ou peut-être un espace d'adaptation, et voire d'adaptation maximale, qui va générer une forme de mort relationnelle. Et à un moment, on peut se dire, on s'est perdu. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on est ensemble? À ce moment-là, soit on fait une rencontre, on quitte le couple parce que la société le permet. C'est très facile aujourd'hui de se séparer. Ça l'était beaucoup moins du temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc la société étant pas contenante, dès que ça va pas, on peut se quitter, puis recréer un autre couple ailleurs qui peut ne pas aller non plus, etc., etc. Donc comment on fait finalement pour créer un couple harmonieux, mais surtout, ce qui moi m'intéresse dans l'énergie du mois de juillet, pouvoir restaurer la notion de l'amour au sein du couple. On verra dans un troisième audio la notion du couple sacré. Donc là, on est dans une transition entre le couple comme on le vit aujourd'hui pour aller vers le couple sacré. Alors, quand on est dans ces états-là, eh bien aujourd'hui, on peut consulter, c'est-à-dire qu'il existe des thérapeutes de couple ou des coachs de couple, il y en a partout. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de se faire aider. Il faut choisir les personnes qui vous correspondent, parce qu'il y a des thérapeutes de couple qui utilisent des techniques de communication, des techniques de psychologie, des techniques verbales. Il y a des coachs de couple qui vont vous proposer des techniques de coaching pour déconstruire et reconstruire les choses qui ne vous conviennent plus, et pouvoir structurer, mettre des concepts sur ce que vous vivez, et déstructurer et restructurer dans une façon qui vous convient mieux. Bon, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais ça peut fonctionner. Bon, ceci étant dit, c'est pas de ça dont je vais vous parler dans cet audio-là. La restauration de l'amour, si vous avez écouté toutes les audios sur l'amour qu'il y a que je vous propose en ce mois de juillet, vous avez vu que c'est complexe, que c'est profond, et que finalement, c'est la quête qu'on a tous, et qui n'est pas facile à trouver. Bon. La première chose que moi je fais quand j'ai les premiers entretiens avec un couple qui vient me consulter, je vais, au-delà des diagnostics que je vais poser pour voir où sont les zones de problématiques qu'on va travailler, pour les nommer, pour déjà soulager le couple et leur faire prendre conscience de où ils en sont. Déjà de poser des mots, de mettre des schémas, des concepts, ça recadre, restructure, et ça lève les angoisses, et ça fait du bien, et ça fait déjà évoluer. Bon, mis à part ça, en filigrane, je vais toujours écouter, est-ce qu'il y a un souffle d'amour qui passe entre eux? Est-ce qu'il a été là? Est-ce qu'il n'a jamais été là? Est-ce qu'il a été là et il s'est éteint? Est-ce qu'il est à réanimer? Ou est-ce qu'il est à faire découvrir? Ou est-ce qu'il ne sera jamais là? Ça veut dire quoi, le souffle d'amour? Vous vous souvenez, sur les audios sur l'amour, je vous avais dit, si on étudie l'amour avec le prisme des 4 éléments, la première manifestation de l'amour va se manifester par un souffle qui passe et qui nous pénètre comme une respiration. Bon, alors à ce niveau-là, je fais une petite pause pour vous parler de mon référentiel à moi sur les couples. Pour moi, il y a plusieurs types de couples. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est ensemble.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis ensemble? On s'est rencontrés par hasard, on était ensemble à la même école, c'était le copain de mon frère et du coup, ben, naturellement, on a eu de l'attirance et on s'est mis ensemble. On s'est rencontrés au travail souvent. Aujourd'hui, il y a les sites de rencontres, etc. Pourquoi on est ensemble? Bon, il y a plusieurs regards là-dessus. Il y a un regard rationnel. Comment vous êtes rencontrés? Eh bien, c'était l'ami de mon frère. Bon, c'est une forme de réponse. Maintenant, si on regarde le regard au-delà, qu'est-ce qui a fait que vous avez été attirés l'un par l'autre et que ça matchait au niveau des corps, de la biologie, de l'attachement, etc. Donc, ce qui fait qu'on est ensemble, ça peut être, eh bien, par exemple, une notion un peu de caste, c'est-à-dire j'étais ingénieur, on s'est rencontrés à l'école d'ingénieur, on s'est mis ensemble. Je suis médecin, on s'est rencontrés à l'hôpital, on est ensemble. On fait partie de la société bourgeoise, dans les réunions qu'on fait ou les fêtes qu'on fait entre bourgeois, on s'est mis ensemble parce qu'on fait partie des bourgeois. Je suis catholique et donc pratiquant, je vais à la messe, et il est hors de question pour moi que je ne sois pas avec quelqu'un de catholique. Donc forcément, on a été dans la même église, on s'est rencontrés aux jeunesses catholiques et on s'est mis ensemble parce qu'on est catholique. Etc., etc. On est sportifs tous les deux, on faisait la compétition d'athlétisme, on s'est rencontrés là, on s'est mis ensemble. On faisait de la musique, on s'est rencontrés là et on est ensemble parce qu'on est musicien. Bon, première question, le fondement de l'attirance. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble? Est-ce que ça, c'est quelque chose finalement qui vous force à être autre chose que vous êtes ou ça respecte ce que vous êtes profondément? C'est-à-dire, dans ma famille, il était hors de question que je ne me mette pas en couple avec quelqu'un de mon niveau social. Donc on s'est rencontrés, on est du même niveau social et ça ne peut pas être autrement. Est-ce que ça vous respecte? Ou est-ce que, quand vous étiez en vacances, vous aviez rencontré un autre homme, une autre femme, pas du même niveau social, avec qui vous avez une aventure, mais vous n'avez pas développé cette rencontre amoureuse parce que c'était pas possible dans votre famille ou dans votre conception des choses. Donc, la genèse de votre rencontre, est-ce qu'elle est profondément respectueuse pour vous ou pas? Première chose. Ou est-ce que vous vous êtes mis dans un moule? Donc, ça veut dire finalement dans un faux self, un faux moi. Et ça vous force à ne pas être vous. Ça vous force à ne pas être libre d'être vous. Et du coup, le couple est un espace de prison et d'enfermement, de formatage. Mais ça peut être aussi un espace d'auto-formatage, c'est-à-dire que c'est possible que ce soit vous qui vous auto-emprisonnez là-dedans. Vous savez, aujourd'hui, on peut être ensemble parce qu'on ne veut pas être seul. Et du coup, eh bien, par exemple, crise de couple, on se sépare et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les sites de rencontres et on va aller un petit peu chatter avec des hommes ou des femmes et tout de suite, on peut rencontrer du monde. Je ne veux pas être seule, donc je rencontre du monde sur des sites de rencontres. Et du coup, on s'est mis ensemble parce que ça a rencontré sur des sites de rencontres. Si vous saviez le nombre de personnes qui me répondent ça, et qui à un moment consultent dans le couple parce que ça ne va pas, ils ont eu des enfants ensemble, mais il n'y a aucune notion même d'état amoureux à la base. Il n'y a rien. Il y a juste ça matché, donc on s'est mis ensemble, mais on n'est pas tombé amoureux. Il n'y avait pas de l'amour, c'est dramatique, hein, voilà. Alors après, on pourrait avoir une vraie rencontre sur des sites de rencontres et tomber amoureux. C'est plutôt rare, hein, de ce que moi j'entends. En fait, c'est un amour intellectuel. On a une idée des choses, on se dit je voudrais un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on coche des cases. Je voudrais une femme comme ça, comme ça, comme ça. Hop, ça peut matcher au niveau des demandes. Et puis, on va commencer à créer de l'attachement. On va commencer à créer de l'attachement par des dialogues par mail ou par SMS, sur le site. Et puis ensuite, par mail ou par SMS, éventuellement au téléphone. Et ensuite, on va se rencontrer par un rendez-vous. Et là, on va se rencontrer suivant un rituel de questionnement.
Est-ce que tu as des enfants? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Etc. Il n'y a rien du tout de naturel là-dedans. Voilà, la genèse de la rencontre, elle est juste stérile, elle est robotique, stéréotypée. Il n'y a rien de l'ordre du mystère de l'amour et de la vie et du vivant là-dedans. C'est un démarrage, excusez-moi l'expression, pourri. Mais ça, c'est parce que c'est la société qui vous propose ça, c'est un leurre pour moi. C'est un leurre et c'est de la manipulation. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui consultent parce qu'ils sont célibataires, ils sont en souffrance et qui ont des consultations avec moi et qui pratiquent, j'ai envie de dire, les sites de rencontres. Ça s'apprend à rencontrer un homme ou une femme. On sort de ce formatage-là. Ça s'apprend à dynamiser dans la rencontre le vivant, à dynamiser le petit truc qui fait qu'on pourrait tomber amoureux, peut-être, s'il y avait une compatibilité biologique et une compatibilité de caractère, etc. Donc ça se travaille. Mais la société, comme elle s'est créée aujourd'hui, crée un appauvrissement de l'intelligence relationnelle et amoureuse. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de couples qui sont inintelligents à l'amour, parce qu'ils n'ont pas vécu, ou qui ne le vivent plus, et qui s'enferment là-dedans, ils sont en souffrance. Bon, donc si mes copains font pareil, si mes copines font pareil, que quand on se rencontre, on en parle, ça nous paraît normal, en fait. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. C'est de la consommation. C'est du drive. C'est, je fais du drive sur Internet et je regarde si il y aurait un homme ou une femme qui correspondra à mes critères. C'est pas de l'amour, ça. Et c'est ni de la rencontre amoureuse, ni de l'intelligence relationnelle, ni de l'intelligence entre les hommes et les femmes. Ok. En plus, il est de bon ton de s'essayer sexuellement dès le premier soir. Alors là, pour moi, c'est foutu. Et ça, c'est un autre sujet, c'est mon point de vue là. On en parlera sur la sexualité dévoyée, sur l'audio sur la sexualité dévoyée. Alors, je reprends sur les différents types de couples. Pourquoi on est ensemble? Est-ce qu'on s'est mis ensemble parce qu'on ne voulait pas être seul? Parce que c'est comme ça que ça se fait dans notre société, quand on est seul, on cherche quelqu'un. Parce que j'ai été triste parce que je me suis fait larguer, du coup, je suis allée chercher une personne pansement. Bon, ceci étant dit, si on met de côté tout ça c'est à étudier, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, je ne vais pas m'éterniser parce que ce n'est pas du tout l'énergie de juillet. Ceci étant dit, bon, je reviens plutôt sur la genèse quand il n'y a pas de... au-delà de la dysfonctionnalité relationnelle. Si on revient à quelque chose de plus sain, de plus vierge, j'ai envie de te dire, dans la relation entre un homme et une femme, eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se met ensemble. On pourrait se mettre ensemble pour créer une famille. On pourrait se mettre ensemble pour une sécurité financière, pour créer un projet. On pourrait se mettre ensemble parce qu'on s'est rencontrés, on est tombé amoureux. Et que du coup, il y a un souffle qui est passé, il y a quelque chose qui nous a invités à co-créer quelque chose ensemble. On pourrait se mettre ensemble parce qu'on a un projet commun. C'est-à-dire que nous, ensemble, on veut faire de la politique et on voudrait... on s'engager dans la politique, par exemple. On voudrait s'engager dans une cause. Et donc, ce projet commun va être fédérateur et c'est pour ça qu'on est ensemble. On est comme un tandem. On peut être ensemble parce que à deux, on est plus fort. Donc, chacun vit sa vie de son côté, on se retrouve le soir et ça crée un espace finalement de sécurité et de potentiel. On se met ensemble pour le plaisir, pour la sexualité, pour plein de raisons. Un autre regard que je pourrais vous apporter, c'est la notion de est-ce que la notion de couple chez les personnes, elle est centrale ou elle est périphérique? C'est-à-dire, est-ce que pour moi le couple, c'est périphérique, c'est-à-dire ouais, je suis en couple, mais ce qui est important dans ma vie qui est central, c'est ma réussite professionnelle, c'est ma réussite artistique, c'est de gagner de l'argent, c'est plutôt de partir en voyage, c'est je sais pas quoi. Et mon couple est périphérique.
Et du coup, je vais demander à des couples de s'adapter à mon projet et pas l'inverse. Et donc, le couple n'est pas très important. Donc, éventuellement, j'ai eu des enfants, mais ça fait partie du projet couple et familial. Mais c'est pas ça qui est important dans ma vie. Ce qui est important, c'est ma carrière, par exemple. Ou est-ce que le couple est périphérique, mais les enfants sont l'espace central de ma vie? On peut rencontrer ça beaucoup, entre autres, chez les mamans. Ça peut arriver aussi chez les papas, bien sûr, mais c'est plutôt une qualité féminine de vouloir développer la notion du foyer et de prendre soin des enfants et des petits-enfants. Du coup, le couple va passer en périphérie et l'espace familial au centre. Ou est-ce que le couple est central? C'est-à-dire finalement, tout ce qui est professionnel, c'est périphérique. Il faut bien travailler pour vivre, etc. Si on a un travail qui nous plaît, c'est mieux. Et ce qui est important pour moi, et éventuellement pour nous, c'est mieux, c'est central pour tous les deux, c'est de développer notre couple. Auquel cas, évidemment, on ne va pas y investir autant de présence et autant d'investissement que si c'est périphérique. Si c'est périphérique, on ne va pas beaucoup investir. Si c'est central, on va beaucoup s'investir ensemble. On va prendre soin de notre rencontre. Et même, dans certains couples, le couple est central et les enfants sont périphériques. Voilà. Donc, ce qui complexifie les affaires, c'est qu'il peut y avoir pour une personne la notion de couple est centrale et pour le conjoint, c'est périphérique. Et là, ça va être une disharmonie. On n'a pas du tout le même projet de couple. Et du coup, ça va créer des conflits. Il n'est jamais là, tu n'es pas présent, etc. Elle ne fait que de me faire des reproches, pourtant je fais des efforts, etc. Il n'est pas présent pour ses enfants, père absent, mère absente, elle n'est pas là. Ou au contraire, si pour tous les deux, admettons que la famille est au centre, eh bien, le couple peut être périphérique, mais on se retrouve dans l'espace familial et c'est joyeux. Puis on se pose des questions sur notre couple qui paraît être un peu périphérique. Et parfois, si on arrive à bien harmoniser, on peut être avec un couple et une famille centrale, et donc on va définir des espaces pour le couple, définir des espaces avec les enfants, et on va l'alimenter. Donc c'est central, on va y prendre vraiment soin, et dans cet espace-là, il y a quelque chose qui va se dynamiser, et l'espace systémique du système va grandir, et l'intelligence systémique relationnelle va se développer. Et c'est là où il y a une notion d'amour qui va arriver à un moment. Amour parental pour les enfants, amour des enfants pour les parents, et amour dans le couple. Donc, si on prend soin de notre relation, en fait, l'amour, il se développe dans la relation. Si on prend soin de nos relations, à un moment, même si on est dysfonctionnel, on est tous un peu mal foutus à l'amour au démarrage, mais pas que. On a aussi des espaces fonctionnels à l'amour. Donc, comme on va se rencontrer, on va créer une famille, un couple et une famille. Et si on prend soin de l'espace relationnel, à un moment, même s'il y a des états de crise, même si les enfants grandissent, même si c'est des familles recomposées, même s'il y a des ados au milieu, tout ça, c'est pas simple. Mais l'espace familial et relationnel, c'est un espace, c'est un terreau favorable pour développer la notion, on le reverra dans l'audio sur la famille, la notion de la sécurité, de la protection, de l'enrichissement et en troisième lieu, de l'amour. Ça vient en troisième lieu. Mais à un moment, l'intelligence à l'amour va apparaître, va grandir. À force de disputes, de conflits, d'échecs, de souffrances, à un moment, paf, l'intelligence du cœur apparaît et le souffle de l'amour passe. Et il va se passer quelque chose dans nos relations avec nos enfants, dans la relation avec nos beaux-enfants quand c'est des familles recomposées, dans la relation dans le couple, où tout d'un coup, ce souffle d'amour passe et on va capter quelque chose. Et on va grandir à l'amour et ça va être un terrain favorable, la famille et le couple, pour pouvoir explorer les blessures de notre cœur, les guérir et pouvoir cultiver ce souffle d'amour. Et je vous renvoie aux audios sur l'amour et aux audios sur les blessures du cœur, pour comprendre de quoi je parle. Troisième niveau de couple, non seulement le couple est central dans la relation ensemble, mais en plus de ça, c'est une rencontre d'âme. C'est-à-dire, la notion du destin s'y est mêlée. On devait se rencontrer, on a des choses à en faire ensemble, c'est karmique, c'est le destin, et on ne sait pas quoi, ça peut être cosmique aussi.
Donc, c'est un petit peu, vous savez, les personnes qui cherchent l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, il y a plusieurs niveaux. C'est la personne avec qui il y a une bonne compatibilité relationnelle. Ça peut être défini comme une âme sœur. Mais ça peut être aussi la sensation à l'intérieur de nous, dans notre âme, que on a une rencontre à faire. Et ça, c'est très particulier. Je ne sais pas, de mon point de vue, je ne sais pas si ça concerne tout le monde. Je dis bien je ne sais pas. Dans le mystère des relations et de l'amour, je ne suis pas le divin pour me positionner là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a certains types de personnes qui vont pouvoir développer une harmonisation petit à petit, un espace assez satisfaisant pour eux dans leurs relations familiales et dans les relations de couple. Peut mieux faire à des moments, c'est la vie, mais où le souffle d'amour passe et où on n'a pas l'impression qu'il y ait un vrai engagement des âmes. Par contre, à un moment, les âmes vont se rencontrer, vont créer un espace relationnel aussi d'âme à âme, et il y a une harmonisation qui se crée, et l'amour s'éveille, et aussi dans les âmes, c'est possible. Et donc, il va y avoir un bel épanouissement relationnel dans le couple, et éventuellement dans la famille avec les enfants avec les parents, parce qu'il y a un éveil des cœurs, un éveil des âmes, un éveil des corps, et plus on est ensemble, plus on s'aime. Mais il y a un autre niveau que j'observe. C'est certaines personnes ne sont pas faites pour rencontrer une personne où il y a une compatibilité relationnelle et essayer avec cette personne de s'éveiller à la relation, à l'amour. Il y a des personnes qui semblent être faites pour vivre certaines choses avec certaines personnes. Donc, si elles ne le savent pas, et elles ne le savent pas, souvent elles ne le savent pas, soit elles vont avoir des longues périodes de célibat, parce que chaque fois qu'elles se mettent en couple, ça ne marche pas. C'est comme si leur âme et leur destin dit dégage, perds pas ton temps, c'est pas ça. Et dans le célibat, elles vont beaucoup apprendre de choses, jusqu'au moment où elles vont comprendre des choses. Donc il va y avoir une incompréhension, de la souffrance, jusqu'au moment où elles vont comprendre des choses, et dans le célibat, elles vont pouvoir se guérir à l'amour. Alors, il y aura une autre audio sur le célibat, donc je ne vais pas le développer ici. Ou alors, elles vont être en couple, dans des couples sans conscience d'adaptation, de vouloir être ensemble pour pas être seul, par attachement, parce qu'on a eu des enfants ensemble, donc on reste ensemble, parce qu'on est du même milieu social, parce que ci, parce que ça. Ça va pas être très satisfaisant. On va être dans des couples d'habitude, d'adaptation. Il va y avoir de la souffrance. Et à un moment, l'âme va se mettre en route et va dire il faut partir. Il faut partir. Soit parce que la rencontre avec cette autre âme se fait, et ça c'est un coup de tonnerre, soit parce que y a comme une torture de l'âme dans ce couple. La personne n'est vraiment pas bien, c'est dans son âme. Elle a l'impression qu'elle se trahit elle-même en restant dans ce couple. Et à un moment, il va falloir partir pour s'honorer soi-même et honorer son chemin et son destin. Et se libérer, se rendre libre. Donc vous voyez que c'est complexe. C'est complexe la notion de couple. Et c'est pas pour tout le monde pareil. Donc, quand quelqu'un vient me voir au cabinet, pour soit individuel, soit couple, en filigrane, je vais toujours écouter où est le souffle d'amour. Est-ce qu'il y a du souffle d'amour entre eux? Est-ce qu'il faut réanimer des braises? Est-ce qu'il a été là? Ou est-ce qu'il faut réanimer des braises en eux et que l'amour, le souffle d'amour, peut démarrer entre eux? Même s'il n'a pas été là avant, parce qu'il y avait trop de formatage, de pâte à modeler, de relations toxiques, de jeux relationnels, d'attachements dysfonctionnels, etc. Quand on nettoie tout ça et qu'on réapprend au couple à se rencontrer, parce qu'ils sont assez attachés pour vouloir continuer ensemble malgré tout, on écoute à un moment pourquoi ils continueraient ensemble. Est-ce qu'il y a une possibilité de réanimer le souffle d'amour entre eux, même s'il n'a pas été là au début? Est-ce qu'ils sont assez ouverts pour travailler sur eux, sur leurs blessures d'amour, et générer un nouveau couple?
écrouler ce couple dysfonctionnel qui n'a plus lieu d'être pour s'ouvrir à un nouveau couple, une nouvelle rencontre. Auquel cas, on peut les accompagner dans cette nouvelle rencontre. Et il va y avoir tout le scénario que je vous ai décrit sur l'énergie de juillet et de la guérison des blessures de l'amour et de l'alchimie. Quand on dit oui à l'amour, c'est une décision. Il va y avoir tout un tas de processus alchimiques qui va se mettre en route pour pouvoir écrouler tout ce qui est dysfonctionnel en nous à l'amour et qui empêche ce souffle d'amour de passer. Et donc, on va accompagner les couples. C'est pas toujours simple, mais qu'est-ce qui fait que les couples le font? C'est qu'ils ont une conscience de l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils sont quand même gagnants. Ils sentent qu'ils vont dans des espaces où ils n'étaient jamais allés jusqu'à présent, qu'ils investissent là-dedans et qu'ils sentent dans l'au-delà qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer entre eux, qui les fait progresser, qui les fait grandir, qui les fait aller dans un autre espace, et ça vaut le coup de se mettre en route et dans cette besogne-là. Et dans cette besogne-là, c'est possible que si tous les deux, ils ont dit oui au souffle d'amour, et ensemble, ils vont aller travailler leurs blessures à l'amour, évidemment, accompagner, c'est mieux, parce que c'est très, très, très intense. Et le couple devient un terreau qui contient, qui guérit les blessures de l'amour, les blessures du cœur, et qui permet de réanimer l'amour et tout d'un coup de s'éveiller à l'amour ensemble. L'amour devient donc un choix. Je choisis, je dis oui au souffle d'amour. Je choisis d'y aller, je sais que ça va m'alchimiser, donc je sais que ça va me remanier, m'amener dans une forme de mort relationnelle, de mort à moi, de mort à mon ego et de restructuration à l'intérieur de moi pour m'ouvrir à un nouveau moi qui va être plus disponible à l'amour. Et on va le faire ensemble. Et parce qu'on le fait ensemble, on y arrive. Et parce qu'on le fait ensemble, eh bien, on va encore plus s'attacher l'un à l'autre, se fédérer et finalement s'aimer. Alors, si on reprend le travail par rapport à la roue chamanique, c'est simple maintenant, si vous comprenez cette roue, c'est simple. Enfin, c'est simple, ça vous donne des repères en tout cas. On reprend ensemble. Quelle est l'énergie de février de chacun? Quel est le projet, le destin de couple de chacun? Quel est votre projet de couple? À la fois dans votre idéal, c'est-à-dire dans les idées que vous en faites, et on va aller les travailler, mais surtout dans votre vibration et dans votre énergie, dans votre masculin divin. C'est quoi qu'appelle votre âme? C'est dans quel type de couple que vous allez pouvoir vous épanouir. Chacun va parler du sien, et ensuite on fait rencontrer les projets pour voir si c'est possible, et on va créer de l'harmonisation. On ne va pas créer de l'adaptation, on ne va pas créer des compromis, on va créer de l'harmonisation. Tout le monde va être gagnant. Là, il va falloir qu'on apprenne au couple, du coup, à se détacher. Il y a donc le souffle d'amour, vous vous rappelez, c'est un souffle qui différencie, qui sort de la confusion. Donc, on va apprendre les personnes à sortir de l'attachement pathologique, on va dire. On va leur apprendre à défusionner. On va leur apprendre à retrouver leur unité, leur unicité, leur liberté à être, hein, et à se positionner dans le couple. Et on va leur apprendre à gérer des zones de tension, de confrontation et voire de conflit, mais dans un espace de construction. Le conflit devient constructif et non pas destructeur. Évidemment, on va leur apprendre du coup à communiquer, on va leur donner des outils de communication, des outils de... C'est comme une équipe, c'est comme une entreprise finalement. On leur apprend à faire des réunions de couple et à créer leur équipe, pour que chacun retrouve une liberté à être sans devoir répondre aux injonctions de l'autre. Donc, de manière individuelle, ils vont devoir travailler leur scénario d'attachement dysfonctionnel, leur jeu relationnel, leur moi diabolique, leur moi saint, tout ce qu'ils ont projeté sur l'autre, etc. Et donc là, on est vraiment dans l'énergie de Mars, avril, mai. Juin, tout ça. Et on va leur faire travailler ça aussi en couple, en fait. Qu'est-ce qui va changer dans le couple, dans la façon d'être en relation?
Et quel nouveau couple ils vont mettre en place, comment ils vont techniquement rentrer dans une nouvelle relation ensemble. Donc on leur donne des exercices, je dis « oh », c'est ma façon de faire à moi, en fait. Hein. Ça s'appelle du coaching de couple, c'est du coaching. C'est en fonction de mon évolution et professionnelle et personnelle et initiatique. Et ce sont les outils que j'ai créés moi, que j'utilise. Il existe d'autres personnes qui font du coaching de couple et qui font différemment que moi. Donc quand je dis on, finalement c'est moi. Tous les thérapeutes ne font pas ça. Il y a des thérapeutes qui ne font que de la psychologie. Donc là, je suis en train de parler de mon concept à moi dans cette roue chamanique avec mes outils à moi et mon regard à moi. Ok. Donc là, on travaille mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce qu'on travaille en avril? On va travailler en avril tout ce qui est les blessures d'âme, tout ce qui est les blessures sexuelles, les clivages, chez chacun. On les fait se rencontrer là-dedans. Prendre conscience, guérir à ça. Mars, c'est le scénario d'attachement, les scénarios relationnels, le faux self, tout ce qui a enfermé, tout ça se détruit. Et finalement, qu'est-ce qui émerge entre eux? Juin, tous les scénarios d'emprise, de manipulation, etc., etc., etc. Juin, on va aussi travailler le transgénérationnel, toute la dynamique systémique et familiale. Et enfin, juillet, on va retravailler avec le couple la sexualité sacrée. Bon, donc il y a du taf, hein, il y a du boulot. Ça se fait. C'est un vrai investissement. C'est comme si on investirait du coaching pour une entreprise. Si le couple est central et qu'on a vraiment envie de réussir son couple et de continuer ensemble de réussir son couple, on va investir dans le couple comme on investirait dans une entreprise. C'est un projet de couple, c'est vraiment l'épanouissement relationnel, sexuel, affectif, pour tendre à réanimer l'amour, le souffle d'amour et restaurer l'amour entre nous. Quand je dis l'épanouissement sexuel, on le reverra dans les audios sur le sexuel, c'est pas forcément, on va changer de sexualité. L'épanouissement sexuel, c'est pas du tout une sexualité comme on a démarré ensemble. C'est une sexualité qui va évoluer dans le respect de chacun, dans le respect de l'évolution en fonction des étapes de vie. Mais on va s'épanouir dedans. On va se rencontrer, on va s'aimer dedans. Et c'est évolutif. C'est infini, la rencontre sexuelle, qui n'est pas forcément génitale. Dans la restauration à l'amour, dans le couple, ce qui va être complexe au départ, c'est de le faire sortir de la dualité. Tant qu'il y a la dualité, il n'y a pas d'amour, c'est impossible. C'est toi, c'est l'autre le problème. Et donc, il y a toutes les blessures peut-être d'infidélité, les suspicions. C'est un espace très, très infecté, le couple. Hein. Donc, il va falloir, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je nomme rapidement, je fais des schémas, je montre ce qui se passe pour nommer, pour arrêter le truc. Et je ne vais pas entretenir la dualité. À un moment, je leur donne le choix. Soit vous continuez à entretenir ça, soit vous choisissez d'arrêter et on va guérir, on va entendre, on va écouter, on va guérir, on va passer à autre chose. Voilà. Et là, quand ils disent oui à arrêter, à comprendre, quand ils comprennent et qu'ils disent oui, qu'ils ne s'accrochent plus à leur dysfonctionnement, à leur blessure, et qu'ils disent oui, on veut bien progresser, et ça va être chaud, ça va être dur, mais c'est possible, et que le thérapeute a créé des conditions favorables à cette sécurité dans le processus, et que le couple se sent bien contenu, je vous rappelle que ce qui met aussi beaucoup de souffrance, c'est le fait qu'il n'ait pas de cadre et de repères. Donc si le thérapeute a assez mis de repères et de contenants et de processus, et que le couple se sent assez en sécurité, eh bien à un moment, on va leur proposer des exercices à faire, et on va aller essayer de titiller, de souffler sur les braises de leur cœur, rapidement, pour créer cette étincelle de reconnexion entre eux, et de réanimer le souffle de l'amour, tout en petit à petit guérissant les blessures du cœur, les fonctionnements sexuels, etc., etc. Donc ça demande aussi de pouvoir s'ouvrir dans la thérapie de couple au transcendantal, à la spiritualité, à l'amour, à quelque chose qui vient d'ailleurs, qui nous traverse,
à éventuellement la prière, à accepter de changer de regard, à accepter de passer par Mars, la porte de Mars, sortir de la dualité, par la prière, retrouver son centre, retrouver son positionnement juste. Donc forcément, quand le couple a envie de rentrer dans une dimension spirituelle et a envie de rentrer dans cet au-delà de ce qu'ils vivent, et que les deux sont OK pour ça, évidemment, il va y avoir déjà dans leur âme des graines qui disent on y va, dans leur cœur, il faut qu'on aille dans ce que le couple pourrait nous apporter dans la spiritualité, et c'est ça qui fédère un couple. Ce qui fédère un couple, finalement, c'est le projet spirituel qu'ils ont ensemble, qui va être en principe un projet d'amour. Voilà. Sinon, il y en a un des deux qui va dire stop, il arrête, ou ils arrêtent finalement, ça leur parle pas, et eux, ce qu'ils voulaient, c'était un endroit où ils pouvaient vider leur sac de dualité, recommencer de manière infinie pour toujours prouver que l'autre est un persécuteur et qu'ils sont malheureux, etc. Les scénarios relationnels. Dans la psychologie, le souffle de l'amour passe pas, en fait. On enlève les souffrances psychologiques. C'est important. Ça crée les conditions nécessaires pour qu'à un moment, quand on a une psychologie plus saine, quand on a guéri des espaces émotionnels en nous, ça peut créer les conditions nécessaires pour réanimer quelque chose. Mais il faut aller plus loin, rapidement dans le couple. Le couple, de mon point de vue, c'est un espace sacré. C'est un espace spirituel. Il faut respiritualiser le couple. Comme il est présenté dans la société, c'est un espace de consommation. C'est un espace, je consomme l'énergie d'amour, l'énergie de vie, la relation, l'autre, le sexe, la présence de l'autre, etc., etc. Je m'accroche à l'autre, je le vide, je le vampirise, je le parasite. La notion spirituelle dans notre société, dans le couple, est perdue. Et elle est à restaurer, parce que probablement, on en reparlera dans l'évolution du couple dans la société, mais que la religion et les principes sociétals qu'il y avait avant ont enfermé le couple dans l'extrême inverse, qui a fait que quand les générations, certaines générations ont voulu se libérer de cet enfermement, ils ont fait tout péter l'espace spirituel, et dans leur appétence de liberté, ils sont allés dans des enfermements et dans de l'autodestruction. Ils ont fait tout l'inverse de ce qu'ils voulaient. Donc, oser remettre la spiritualité au centre du couple est très important. Mais comment on le présente? L'amour, on ne sait pas le nommer, on ne sait pas le dire, on sait le vivre. On va proposer un espace d'expérience et de reconnexion, et c'est à eux de le vivre. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile quand les personnes ont déjà une sensibilité spirituelle, évidemment. Et en fait, la conscience, elle est que l'amour, c'est un état de base, qu'on l'a perdu, que c'est une quête, mais qu'il est là. On a perdu cet état de base, on n'a pas perdu l'amour. L'amour est là. Quand on l'a, c'est une évidence. Quand on l'a pas, c'est une évidence aussi qu'on ne sait pas ce que c'est. Simplement, c'est comme si je vous disais, tu peux téléphoner à telle personne, je te donne le numéro de téléphone, tu peux l'appeler. Elle est là. OK. Vous appelez cette personne, le réseau téléphonique est coupé, ça ne marche pas. Et donc, vous dites, je l'appelle, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Moi, je te dis qu'elle est là, je suis avec elle. Elle est là, elle t'attend, elle attend ton coup de fil. Moi, j'appelle, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que le réseau téléphonique, il est coupé. Mais elle est là. Si tu peux reconnecter, si tu peux te reconnecter d'elle à toi, à un moment, tu vas l'entendre au téléphone, te dire, ah oui, elle est là. Ah ben, elle n'était pas là, puis là, elle est là. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas sa présence. Ce qui a changé, c'est la connexion. Donc, tout le travail, ça va être de se reconnecter à l'amour en soi, à l'extérieur de soi et entre nous, dans le couple. Donc, on apprend tout ça. On apprend et on apprend à se reconnecter et à vivre ce souffle d'amour qui va passer et qui va nous amener dans un espace
qui va être complètement différent de ce qu'on a vécu. Finalement, l'amour est un chemin initiatique. C'est comme si on avait des calques en filigrane. C'est comme si, d'état de base, on peut vivre l'amour ensemble. Mais on a mis des calques et on voit une réalité différente sous le prisme de nos blessures, de nos croyances, de nos projections, de nos fantasmes, de nos programmes sexuels. On verra que la sexualité, c'est un espace très, très conditionné. De nos programmes affectifs, nos programmes d'attachement. Donc tout ça, c'est excessivement conditionné. Donc c'est comme des calques qu'on met en filigrane. De notre religion, de ce que veut notre famille pour nous, les injonctions parentales, conscientes, inconscientes, etc. De l'histoire que j'ai avec mes ex, etc. Et c'est autant de calques qu'il va falloir enlever. Et quand on va enlever ces calques, déjà par transparence, on va commencer à voir quand même qu'il y a l'amour en sous-jacent. C'est ce qui nous donne envie de continuer. Et à un moment, l'amour est là. Et on va réapprendre à ce moment-là à l'entretenir et à recréer une structure de personnalité et de façon de rentrer en relation saine pour que cet amour puisse circuler entre nous, qu'on puisse travailler cette connexion, l'entretenir et éventuellement l'amplifier. Donc quand on va dire, ben oui, nous on veut bien se reconnecter au souffle de l'amour, le souffle va souffler sur le feu et va allumer le feu. Mais au démarrage, il va allumer le feu de nos blessures. Il faut avertir ça. Il va mettre en relief nos calques. Il va falloir qu'on reprenne la responsabilité de ce qu'on est. C'est un vrai chemin initiatique. C'est pas simple. C'est pas juste un état amoureux. Hein. Mais ce qui fait qu'on tient, c'est qu'on sent que le souffle d'amour, il nous tient. Il est quand même là, on le sent, cet état d'amour. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple de faire ce travail dans un couple où il y a une possibilité de souffle d'amour, où il y a une compatibilité, où l'amour peut souffler entre les personnes. Si vous continuez à vouloir être en couple, dans un couple complètement conditionné par plein de choses et où il n'y a aucune compatibilité d'amour, il semblerait, en tout cas, ça va être compliqué. Vous n'allez pas y arriver. Du coup, qui prend la décision de est-ce que le souffle peut passer ou pas? C'est certainement pas le thérapeute. Ça doit venir des personnes, mais on se met en état d'écoute, nous les thérapeutes. On essaye par notre présence, notre conscience, la façon d'être en écoute dans notre cœur, de pouvoir déjà proposer un espace où le couple va sentir quelque chose qui est différent. Et par un peu mimétisme, neurones miroirs, etc., va pouvoir comme faire de la plasticité neurologique et commencer à amorcer un chemin à fur et à mesure des séances de reconnexion à un espace, une façon de rentrer en relation à l'autre plus saine. Donc, c'est pas le thérapeute qui va dire si le souffle passe, mais lui, il se branche au souffle, le thérapeute, dans la consultation. Il amplifie le souffle dans la consultation pour permettre au couple de ressentir quelque chose à un moment. Et il va proposer des exercices de reconnexion à l'amour et entre eux, et éventuellement des soins sur les blessures qui empêchent cet amour de circuler. Donc, à un moment, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Il va falloir qu'on passe ensemble notre porte de l'Est et notre porte du Sud pour arriver à notre juillet. Mais on peut l'expliquer, on peut le montrer, le processus. Et en tout cas, peut-être que l'objectif, c'est peut-être pas l'accomplissement, parce que l'état de juillet, c'est vraiment un état d'accomplissement assez poussé. Mais c'est le chemin déjà pour y aller, tout ce qui va se passer et qui va se dégager et comment on va grandir, apprendre et se guérir qui va déjà être incroyable. Mais de toute façon, le souffle d'amour va être là. En fait, c'est pas le fait qu'on soit arrivé en juillet et qu'on aime toute chose qui fait qu'on arrivera à ce moment-là à vivre l'amour. On vit l'amour déjà de base.
Et c'est l'amour, c'est ce bain d'amour, cette matrice d'amour qui va venir nous soutenir, nous contenir dans le couple, alimenter nos pensées, alimenter nos émotions, alimenter notre conscience, alimenter notre lien ensemble, alimenter notre sexualité, alimenter nos projets, qui fait que petit à petit, toutes les étapes qu'on va passer sur les différentes énergies de guérison vont déjà être beaucoup plus faciles et l'amour étant là, de toute façon, eh bien, on pourra déjà vivre qu'on vit de l'amour, on pourra déjà dire qu'on vit de l'amour ensemble. Et petit à petit, dans l'avancement des cycles, on pourra arriver un peu plus à chaque fois à, on va dire, augmenter l'énergie de juillet entre nous un peu plus. Parce que, j'ai envie de dire, ma façon de présenter la roue, elle est didactique, mais nous avons toutes les énergies de tous les mois en nous, de base. Donc l'énergie du mois de juillet, nous l'avons de base en nous. Comment on fait pour en prendre conscience, pour l'alimenter, pour le restaurer, etc. etc. Et c'est ça qu'on va faire dans le couple. C'est de base, on va déjà l'installer, enfin, reconnecter les gens à cette énergie-là et les amener à dépasser toutes les blessures du côté est et sud de leur roue pour pouvoir leur permettre de plus en plus de vivre cette énergie de juillet ensemble. C'est-à-dire sexualité beaucoup plus connectée à l'amour, des relations beaucoup plus fluides, une harmonisation plus fluide entre eux et avec leurs enfants. À un moment, il y a une étape où on comprend qu'on va faire don de notre ombre à l'amour. On le voit dans ce conte de juillet, où elle n'a de cesse de donner à l'amour son ombre. Et on va passer de l'opposition entre nous à l'alliance. Donc il va y avoir on va passer de l'opposition entre ombre et lumière en nous. On l'avait travaillé ça en juin et on le retravaille en juillet. En alliance, on va s'allier entre notre ombre et notre lumière, c'est-à-dire on va s'accepter comme on est aussi dans notre couple. On va s'aimer comme on est. Et on va faire don d'amour de soi à nous-mêmes. On va faire don d'amour de soi à notre couple. Don d'amour de mon ombre à mon couple. C'est-à-dire non plus je vais me culpabiliser et je vais culpabiliser l'autre et le juger pour son ombre, ses défauts, etc. Mais on va faire l'inverse, on va faire don d'amour de notre ombre au couple. C'est là, et on va remettre ça à l'amour. C'est-à-dire mes défauts, mes limites, mes dysfonctionnements, mon côté diabolique, mes tirs intérieurs, etc., mon autosabotage. Non plus je le justifie, je le planque, mais je le donne à l'amour dans mon couple. Et ça va être un foyer alchimique. Le couple va devenir un foyer alchimique. Si les deux font ça, c'est magnifique. Voilà, c'est un chemin initiatique, c'est magnifique. Donc finalement, ce qu'on peut dire sur le couple, c'est que le couple, c'est un foyer alchimique de rencontre qui nous amène vers l'amour et vers la réunification de notre masculin et notre féminin à l'intérieur de nous, et puis ensuite entre nous. Voilà, et puis il y a cette dernière façon d'être en couple, c'est ces couples un petit peu, vous savez, un petit peu plus reliés à des rencontres d'âme et à des destins particuliers, où tout ça va être vécu de manière beaucoup plus intensive. C'est-à-dire que le destin, il n'est pas que, l'objectif, il n'est pas que guérir nos blessures et retrouver de l'énergie entre nous et nous pacifier ensemble et faire en sorte que pour nos enfants, ça soit plus agréable et leur faire vivre une famille où il y a de l'amour qui circule pour qu'eux-mêmes ils puissent avancer dans ce sujet-là quand ils seront plus grands, etc. Et donc, il y a quelque chose de juste, on va dire, juste familial et de couple, mais certains couples se rencontrent pour quelque chose de beaucoup plus important au niveau sociétal, voire cosmique. Et là, en termes d'intensité, le souffle de l'amour, c'est des vents cosmiques qui soufflent. C'est des vents karmiques et après, et suivant le cas, cosmique. Et on en voit de plus en plus de ce type-là de couple, de couple ou en tout cas de personnes de rencontre, parce que c'est des fois difficile de rester en couple. Et si les thérapeutes de couple n'évoluent pas là-dessus, ça peut, les personnes, elles ont du mal à trouver des thérapeutes qui les accompagnent.
Donc ça peut générer beaucoup de souffrance, de confusion, de jugement des thérapeutes de couple qui estiment que c'est vraiment des grosses relations toxiques. Mais en réalité, il y a du lien toxique comme souvent dans les couples, hein. Mais c'est démultiplié en termes de puissance parce que c'est des vents cosmiques qui soufflent. Et là, on est sur vraiment l'initiation de juillet. C'est vraiment des couples qui viennent accomplir l'initiation de juillet ensemble. Et donc, en tant que thérapeute de couple ou coach de couple, il faut qu'on puisse vite le déterminer pour pouvoir les accompagner sur ces intensités-là avec des leviers d'action bien plus grands que ce qu'on fait avec les autres couples. On va vraiment les faire aller beaucoup plus loin dans les reconnexions spirituelles entre eux, avec la terre et avec le ciel et avec le cosmos. Restaurer l'amour dans le couple, dans ces couples-là, c'est un vrai challenge, un nouveau challenge de notre société, je crois. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet audio sur restaurer l'amour dans le couple. Donc, je vais vous faire un troisième audio sur le couple sacré, maintenant qu'on a dit tout ça. Et puis, on ira voir la famille dans un autre audio. On ira travailler sur la notion de sexualité sur peut-être encore trois audios. On ira étudier ensemble le célibat comme guérison à l'amour. Et puis, où sont les hommes? Femme, es-tu prête? Cette rencontre initiatique entre les hommes et les femmes dans notre société. Et puis, il y aura aussi toutes les audios de bonus derrière. Donc, encore plein de bonnes choses pour ce mois de juillet. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne intégration de tout ça. Je remercie vraiment Jamie Sams et son enseignement par ses contes. Je remercie toutes ces femmes amérindiennes qui nous ont transmis cette roue amérindienne. Je remercie vraiment toutes les guidances qui m'enseignent pour pouvoir utiliser cette roue comme référentiel, parce que pour parler de ça, on peut le comprendre au fond de soi, mais pour le structurer, pouvoir en parler et en faire des méthodologies de soins, c'est costaud. Et je remercie vraiment toute cette structure de roue chamanique, du féminin et du masculin, qui intègre aussi bien les énergies du féminin que du masculin, qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans la compréhension du couple, de ce qui se passe et finalement de ce qui est le sacré dans le couple et la sexualité. Alors merci à tout ça, merci de votre écoute. Likez, abonnez-vous, partagez, mettez des commentaires. Merci, à bientôt pour la suite.